Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons parler du roman de Yasmina Khadra, « À quoi rêvent les loups ?» Alors, il faut d'abord dire quelques mots de la biographie de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, c'est un nom de plume. Ce sont les prénoms de la femme de Mohamed Moulsehoul. C'est un auteur algérien. Il est né en 1955. Il a fréquenté une école militaire et il a travaillé pendant plus de 25 ans pour l'armée algérienne. Alors c'est un auteur prolifique qui a publié une trentaine de romans. Parmi ces romans, certains sont connus du grand public. Ils ont été traduits dans une trentaine de langues. C'est le cas du roman Les Hirondelles de Kaboul, sorti en 2002, et de L'Attentat, sorti en 2005, qui évoque le destin d'un médecin palestinien vivant en Israël. Alors, À quoi rêvent les loups ? C'est un roman publié en 1999. Il évoque les années noires, les années du terrorisme. Et c'est un livre qui date, mais qui a retenu notre attention. En effet, Yasmina Khadra a joué un rôle important dans la lutte antiterroriste pendant les années noires. Et cela se sent. N'est-ce pas, Nicolas ? Tout à fait. Et puis, d'une certaine façon, il aide aussi un petit peu à comprendre ce qui est arrivé plus récemment en France avec tous les actes terroristes dont la France, mais d'ailleurs aussi l'Allemagne, ont été victimes. Et ça permet de comprendre un phénomène qu'on appelle aujourd'hui la radicalisation, comment des gens se radicalisent au point de passer dans le terrorisme. Alors les 6 premières pages du roman évoquent une embuscade. Les terroristes, et parmi eux le personnage principal, Nafa Walid, sont embusqués et c'est là où va se terminer leur carrière. Donc ce roman, il est écrit dans la rétrospective. Alors si l'on sait d'ores et déjà que le personnage principal meurt dès le premier chapitre, quel est son enjeu ? Alors le roman est construit sur la figure de l'analepse, le flashback si on veut, c'est-à-dire que l'enjeu c'est de comprendre comment Nafa Walid en est arrivé là où nous le voyons terminer sa carrière. Donc comment Nafa Walid, qui était un jeune Algérois assez commun, qui avait des petites prétentions cinématographiques, car il était plutôt bien fait de sa personne, il avait réussi à jouer dans un petit film, mais il n'a jamais réussi vraiment à décoller, et il vivotait, aidé par un ami plus débrouillard qui arrivait à lui trouver divers emplois, mais à la base ce n'est pas du tout quelqu'un de très pratiquant, très religieux. Ce sont les événements, les circonstances qui vont l'amener par une sorte de mécanique infernale, comme dirait Cocteau, à devenir ce terroriste dont on a vu les derniers moments en début de roman. Voilà. Alors sa trajectoire, elle le mène de la Casbah d'Alger. La Casbah, c'est un petit peu les quartiers, ça correspond aux quartiers, bien que la Casbah d'Alger, elle ait quand même une dimension historique. Et puis c'est là où il naît et il trouve justement un emploi qui l'amène à travailler pour une famille fortunée dans les beaux quartiers, la famille Raja. Et puis à la suite de circonstances malheureuses, il va devoir se débarrasser d'une jeune fille qui est morte lors d'une soirée. Il refuse et finalement il atterrit à la mosquée et il tombe dans les filets de groupes islamistes et c'est ce qui va l'amener à se radicaliser. Alors sa psychologie, elle est relativement simple, je dirais même elle est simpliste. Elle nous montre quelqu'un qui n'a pas tellement le potentiel de réflexion et qui est porté plutôt par les événements. Oui, alors c'est vrai que c'est une psychologie assez simple, mais elle a tout de même le mérite d'une certaine vraisemblance.
d'une linéarité qui, là aussi, je pense, est l'élément important et probablement recherché par Yasmina Khadra, c'est-à-dire que cette linéarité, c'est celle d'une radicalisation. Comment un Algérois lambda, pas spécialement violent du tout, pas spécialement religieux ni extrémiste, comment finit-il quelques années plus tard, finit-il dans un groupe armé d'islamistes extrémistes. Donc l'enjeu, c'était d'arriver à nous montrer cette transformation ou cette évolution de la manière la plus vraisemblable possible et en même temps avec une certaine clarté. Moi, c'est ce que j'ai apprécié dans le roman, c'est que ce phénomène de la radicalisation, qui est assez difficile à penser, comment on en arrive à de telles extrémités, eh bien, le roman nous offre un itinéraire qui, évidemment, a certainement des moments simplificateurs, voire simplistes, mais un itinéraire assez clair et assez crédible, où on va trouver de nombreux facteurs à l'œuvre, un itinéraire qui mène à ce terrorisme. Oui, il y a un personnage qui joue un rôle assez important dans cette radicalisation, c'est l'imam Younes, ou le tchèque, selon la terminologie employée. Et il y a un discours alors absolument flamboyant. C'est le moment où le personnage de Nafa Walid se rend à la mosquée à un moment où il est déprimé, il a perdu ses repères, et là, il se fait embobiner d'une façon magistrale. Oui, alors c'est vrai que là aussi dans la radicalisation, on en a souvent parlé aussi récemment avec l'État islamique, mais il y a toute une rhétorique derrière, une rhétorique qui sait manipuler les personnes auxquelles elle s'adresse, d'abord parce qu'elle sait ce qu'il faut leur promettre, ce qu'il faut leur faire miroiter, mais aussi il y a toute une surveillance qui les amène à savoir à qui ils s'adressent exactement et à savoir guetter le moment de faiblesse où la cible va être plus réceptive aux arguments qu'on va leur présenter. Et effectivement, l'imam Younes, il y a ces très belles pages, effectivement, où il voit le désarroi de Nafa Walid, qui a effectivement été en quelque sorte complice malgré lui d'un meurtre absolument atroce. Le meurtre de la jeune fille est décrit de manière très et trop peut-être réaliste, mais on partage du coup son dégoût, son indignation, et il est dans une sorte de crise, une crise dans laquelle va s'engouffrer l'imam avec son sourire, sa bienveillance et ses discours un peu mielleux, mais qui vont savoir toucher juste. Il sait que le personnage de Nafa Walid voulait devenir acteur, qu'il cherche la gloire, et il termine son discours en lui promettant à peu près quelque chose qui devrait satisfaire ses envies. Alors il lui dit « Je te propose le ciel pour écran et Dieu pour spectateur. » Voilà, on voit bien comment le discours est adapté à chaque personne. Et cette rhétorique, elle s'inscrit dans toute une stratégie de recrutement qui, là aussi, est assez bien, je trouve, décrite dans ce roman. On va nous parler de toutes les actions faites par leur groupuscule pour venir en aide aux nécessiteux. Et en même temps qu'on remplit les ventres, on gave leurs esprits de toutes les idées du mouvement. Donc là, on est en train de parler du Fils, ce groupuscule extrémiste et islamiste. Mais on voit également qu'on recrute tout un tas d'auxiliaires qui vont venir en aide, par exemple, aux familles des membres qui ont été arrêtés. Donc il y a tout un système d'entraide qui cherche à s'allier la population, à apparaître comme une sorte de Robin des Bois face à une société qui, elle, est représentée donc par les Rajas, la famille pour laquelle Nafa Walid a été chauffeur, et qui là sont au contraire du côté d'une insensibilité, alors peut-être caricaturale, probablement caricaturale, mais d'une insensibilité absolument repoussante. Donc on comprend mieux
comment les gens tombent dans les filets du fils. Il faut rappeler que au moment où c'est Qatar Hadimi qui en parlait dans les Petits de décembre, au moment où on croyait enfin avoir des élections libres, on va découvrir que la majorité du peuple vote pour les islamistes. Bon, donc évidemment, ça va créer un certain nombre de troubles. Oui, et d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais, sur le processus de radicalisation, sur tous les auxiliaires et en fait sur tout le réseau, nous, ce qui nous a intéressés dans ce roman, c'est quand même le phénomène de radicalisation et qui n'a pas changé ces 30 dernières années, que ce soit dans les années 90 ou que ce soit au moment de l'État islamique, les processus de recrutement, à part l'utilisation du numérique, ils sont restés les mêmes. Il y a un processus d'héroïsation des objectifs, il y a un processus... De valorisation, on voit que Nafa Walid, il se sent utile, il se sent exister. Alors c'est dit de manière parfois peut-être un peu, là aussi, simpliste, mais il devient quelqu'un qui compte dans cette société. Donc sa vie prend une sorte de sens. Bon, tout ça, effectivement, ce sont des éléments qui sont encore utilisés dans la rhétorique islamiste. Alors, ce qu'il nous dit aussi au travers de ce roman, Yasmina Khadra, c'est qu'à partir du moment où on a mis le doigt dans cet engrenage, il n'y a plus de possibilité de changer sa trajectoire. Donc c'est une dégringolade vers l'enfer. Oui, tout à fait. C'est ça aussi qui est très intéressant dans le roman. C'est un peu construit comme une tragédie où le destin du personnage est écrit à l'avance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence par la fin. C'est qu'on sait déjà où il doit aller et rien de ce qu'il pourra penser ou objecter ne changera rien à cet itinéraire. Il a mis les doigts dans cet engrenage, il n'y a plus vraiment d'échappatoire, soit parce que il y a des menaces si jamais il ne participait pas, ou il n'y a pas non plus d'échappatoire du côté de la vie civile normale, puisque là aussi c'est une vie civile qui ne lui apporte aucune solution. Donc d'une certaine façon, il est un peu prisonnier de cet itinéraire qu'il va vivre pendant longtemps malgré lui. Peut-être qu'à la fin... dans les derniers moments, quand il se livre aux pires exactions qui soient, peut-être que là, il est peut-être plus responsable, mais pendant longtemps, c'est quelqu'un qui veut bien aider en faisant des tâches apparemment inoffensives, mais le fait de s'être engagé dans cette action-là fait que d'une certaine manière, il ne peut pas refuser l'étape supplémentaire, l'étape un peu plus active, et ainsi de suite. Il se retrouve toujours un petit peu plus engagé dans cette action militante, jusqu'au point de se retrouver à un moment donc envoyé au maquis pour se livrer à des opérations militaires. Comme tu le soulignes, il est pris lui-même dans un réseau. Il y a un autre personnage que je trouve intéressant, qui n'est pas hyper actif, mais cependant, dans sa passivité, dans son laisser-faire, dans sa permissivité, c'est lui qui permet que s'installent les réseaux. Ce personnage, il s'appelle Omaziri, il a un petit café près de la mosquée, et il va permettre peu à peu que les intégristes s'installent en face à une véritable citadelle intégriste, c'est-à-dire on va les nourrir, on va en profiter pour leur faire passer tout un système de propagande. Et je pense que là aussi, c'est un côté universel, ce genre de transformation. On retrouvera ça même à l'heure actuelle. Alors, il y a d'un côté ces opportunistes, comme Omar Ziri, le cafetier, qui va profiter du fisc, qui va profiter de l'argent des islamistes pour faire de l'argent. Et puis, il y a aussi tout un groupe de jeunes qui... Alors, sont-ils véritablement conscients de ce qu'ils font ou sont-ils complètement désorientés, qui vont se lancer dans l'action
dans l'islamisme et qui vont devenir alors de véritables criminels. Ce qui frappe, que ce soit du côté des opportunistes ou que ce soit du côté des islamistes militants, aucune place pour la religion. On agit au nom de la religion, mais nulle part la religion n'est thématisée, ne fait l'objet de discussions. On est totalement dans l'action. Bon, avec une petite nuance, c'est que c'est quand même une crise religieuse qui va pousser Nafa Walid du côté de la mosquée. Après le meurtre de la jeune fille, il va effectivement connaître une espèce de révélation plus ou moins mystique qui, dans un premier temps, va le ramener vers la mosquée, le ramener vers Dieu, même si ça ne le pousse pas du tout à commettre des attentats. Là, ce qui va le pousser davantage, c'est la vengeance. Lorsqu'il va apprendre que son père a été tué par les policiers, du coup, il a envie de se venger. Et c'est peut-être l'un des motifs bien plus concrets, bien plus réels, qui vont motiver son engagement. Bon, on apprendra plus tard que son père n'a pas été tué par les policiers, mais qu'il a fait une crise cardiaque en découvrant ce que son fils était. Bon, c'est là aussi il y a des révélations comme ça qui sont gardées pour plus tard et qui produisent des effets de chute assez magistraux. Et pour en revenir donc au système des personnages secondaires, eh bien on est vraiment ici face à, on va dire, un roman qui se veut sociologique, géopolitique d'une certaine façon sur cette période, et chaque personnage va représenter un petit peu une partie de l'équation qui explique les troubles de ces années d'attentats, de guerre civile que l'Algérie a connu. Et donc Omar Ziri, c'est effectivement l'opportuniste. Et dans les opportunistes, on a aussi cet homme d'affaires, je ne sais plus si on nous dit son nom, mais un homme d'affaires qui va donner énormément d'argent à la cause du fils, mais en disant, tenez, je vous donne aussi cette somme pour que vous alliez détruire les usines du concurrent. Donc des profiteurs qui se font passer pour des mécènes, mais qui en fait y voient une occasion pour avoir des méthodes commerciales peu recommandables, et le fils qui accepte l'argent, donc qui est dans une espèce de compromission permanente avec ces milieux financiers. Et on a aussi plusieurs portraits de militants engagés. On a celui qui était un peu demeuré, celui dont tout le monde se moque et qui finalement va se faire tuer dans un attentat improvisé et qui n'aura pas servi à grand chose. Et d'un autre côté, dans un groupe plus organisé, on va nous raconter la biographie succincte de deux jeunes militants dont on nous dit que c'était des élèves absolument brillants. Donc on voit ici un petit peu un mouvement qui est fait de plein de choses très différentes, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ce qui domine, c'est les luttes de pouvoir. Absolument, absolument. Avec un auteur qui est, alors tu disais non pas partie pris, mais quand même partie prenante. Oui, parce qu'il a travaillé dans l'armée pendant tellement longtemps. Tout ce qu'il raconte, à mon avis, ce sont des choses qu'il a connues, vécues, dans lesquelles il a dû prendre lui-même des décisions, et on sent quand même qu'il connaît parfaitement son sujet. Absolument, absolument. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous poursuivrons notre conversation autour de ce roman la semaine prochaine. Merci de votre attention. Merci Nicolas. À la semaine prochaine.